Nous allons enchaîner cette fois-ci par cette deuxième table ronde. Alors toute l'équipe qui a travaillé sur cette soirée s'est posé la question au départ en disant tiens, on va donner la parole à nos chefs d'entreprise lauréats, savoir ce qu'ils pensent de leur engagement. Est-ce qu'ils ont bien fait de le faire? On a vu que oui, qu'ils sont encore motivés, parce qu'on l'est toujours quand on est chef d'entreprise, ou alors on arrête, c'est comme ça. Parce que tous les matins, c'est vrai que c'est du plaisir, on ne se sent pas travailler, c'est ça ce que disait Confucius, monsieur tout à l'heure. Et puis en même temps, on s'est dit, ici au Réseau Entreprendre, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les différentes institutions telles que la région, telles que Butin Humanisme aussi, mais aussi avec la Caisse des dépôts. Et puis nous souhaitions aussi avoir l'avis d'un chef d'entreprise sur cette notion de l'engagement. Alors c'est un engagement un peu particulier, tout ceci nous allons en parler dès maintenant. Je souhaitais commencer par laisser la parole à Madame la Présidente de la région, si vous voulez bien prendre un micro. Nous allons pouvoir commencer. Bonsoir madame. Bonsoir. Souhaitez-vous nous dire juste un petit mot, juste avant que je ne vous pose une question? Oh bah écoutez, moi je suis ravie. Hein, je sais que depuis 2 ans, je n'avais pas pu venir à cette manifestation et que cela avait chagriné un certain nombre de piliers de Franche-Comté Entreprendre. Je suis heureuse de vous retrouver, heureuse de voir que vous êtes encore plus nombreux, c'est-à-dire que vous ne cessez de faire des émules, mais je suis surtout heureuse de retrouver cet esprit fondamentalement positif. C'est extraordinaire parce qu'on en a besoin. On a besoin au moment où vraiment on est dans un monde de plaintes, de lamentations. Mais qu'est-ce que c'est agréable de vous entendre, parce que bien sûr vous ne parlez pas des obstacles alors qu'ils sont nombreux, mais vous donnez une telle envie d'aller de l'avant. Moi je suis très frappée par le gouffre qu'il y a entre les Français et les chefs d'entreprise. Alors on dirait que le gouffre il est aussi entre les Français et le monde politique, hein. Mais entre les Français et les entreprises, c'est énorme ce gouffre. On vous entend là, mais voilà, il faudrait vraiment que ça soit multiplié à l'infini. Votre dynamisme, votre volonté d'aller de l'avant, votre optimisme, et puis cette notion que vous avez de vous mettre au service. C'est vrai que l'entreprise, sans l'entreprise, comment notre société peut-elle fonctionner? Mais on ne se le dit pas assez. Alors nous voulions... Nous voulions aussi saluer le fait que vous ayez accepté l'idée de la table ronde, parce qu'autrement vous aurez donné la parole au pupitre là, et puis on s'est dit non, on va essayer de débattre, on va essayer de parler de l'engagement. Quelques chiffres que j'ai trouvés là. La presse signalait récemment que la Franche-Comté était la région française qui avait créé le plus d'emplois en 2013. Est-ce que vous pensez que la région crée un environnement plus favorable aux entreprises? Écoutez, vous m'apprenez là ce que vous venez de dire, hein. Que la Franche-Comté crée un environnement favorable, oui, je pense. Nous faisons tout ce qu'il est possible de faire pour que les entreprises puissent avoir les meilleures conditions pour, si elles ont besoin d'un accompagnement public, pour qu'elles aient cet accompagnement public à tous les stades de leur développement, au moment de leur création, au moment de leur développement, au moment de leur mutation. Et j'ai le souci de créer un véritable partenariat public-privé dans notre région au service du développement de l'entreprise. Se dire qu'on est la région qui a créé le plus d'emplois en France, je vous demanderai de vérifier vos sources. Je vais le faire discrètement par mon oreillette que je n'ai pas. J'en serais très fière, mais... Eh bien, je regarderai et je reviendrai vers vous. Si on peut me transmettre des informations plus précises, je le ferai bien volontiers. Dans le domaine économique, vous avez engagé des partenariats avec l'État, les chambres de métiers. Quels sont les objectifs poursuivis? L'objectif, c'est la coopération au service du développement de l'entreprise. Je pense qu'on ne peut pas faire chacun dans son monde et souvent dans sa citadelle où chacun en général travaille comme s'il était dans une forteresse assiégée. Donc déjà, j'ai établi des coopérations avec ceux qui sont les représentants
des entreprises, avec les chambres de commerce, avec les chambres des métiers, avec les chambres d'agriculture. C'est une coopération forte au service du développement de l'emploi, au service de l'export, hein, parce qu'il n'y a pas d'entreprise qui se développe sans export, et au service de l'innovation. J'y crois très très fortement à cette coopération. Et un autre exemple de coopération, ce sont les fonds d'investissement que nous, les fonds d'apport en capital risque que nous créons avec les établissements bancaires, avec notre société de capital risque Invest Franche-Comté, où la région, collectivité et publique est très investie. Mais ce partenariat entre des fonds privés, avec la Caisse des dépôts et consignations, mais qui va en reparler, mais ce partenariat entre les acteurs publics et les acteurs privés, la Caisse des dépôts étant entre les deux, à la fois privé et à la fois public, c'est à mon avis ce qui peut nous permettre d'avancer. Et puis il y a autre chose à laquelle je tiens beaucoup dans notre région. Vous, tout à l'heure vous disiez première région pour créer de l'emploi, je ne crois pas. Par contre, on est peut-être la première région à essayer de simplifier pour les chefs d'entreprise les démarches qui les amènent à travailler avec une collectivité comme la nôtre. Nous sommes la seule région où région, département, agglo travaillent la main dans la main pour instruire les dossiers d'aide aux équipements et aux investissements des entreprises. Quel que soit l'endroit où on se situe en Franche-Comté, la réponse sera la même et elle sera instruite de façon unique et unifiée. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres régions qui fassent cela, mais c'est important parce que je pense que la simplification des démarches est un objectif toujours devant nous. Merci Madame la Présidente. Je vous invite à donner le micro à la personne située à votre gauche, si vous voulez bien. Pardon. Voilà. Je voulais vous présenter quelqu'un. Alors, d'aucuns le connaissent bien, d'autres un peu moins. Je vais vous présenter Bernard Devers, qui a la particularité d'être entrepreneur et prêtre. Je voulais vous parler d'engagement. Alors, si vous pouviez... bonsoir monsieur. Alors, bonsoir monsieur, bonsoir mon père. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit? Soyez très libre. Merci. Vous étiez entrepreneur et petit à petit, le cheminement... Alors, je n'ai pas renié naturellement mon engagement d'entrepreneur. Et cet engagement d'entrepreneur est aussi lié à un engagement spirituel assez fort, puisque je suis effectivement prêtre du diocèse de Lyon. Alors, pourquoi entreprendre? Et puis, je parlerai peut-être aussi de cet engagement spirituel. Je ne suis pas dans une schizophrénie. Et donc, il y a bien cette invitation à la fois à tenir, et je tiens cet engagement humaniste, en essayant de faire en sorte que l'acte économique soit un acte de réconciliation. Et vous, Madame la Présidente, vous avez parlé effectivement d'abîme entre les Français et puis le monde de l'entreprise. Que d'abîmes d'ailleurs dans notre société, que d'abîmes. Et face à ces abîmes, au fond, il y a deux attitudes. Il y a celle où en fait on continue, où on accepte que les fossés se creusent, ou bien alors on jette des passerelles. Et ce soir, finalement, qu'est-ce qu'on a entendu? Des hommes, une femme, lauréate de votre réseau Entreprendre, qui ont su précisément être des passeurs qui savent créer ces passerelles. Alors vous avez raison de dire que, et notamment au regard quand même d'une société qui est un peu désenchantée, qui est parfois aussi au niveau de l'État, des collectivités locales, et je pense que vous ne me démentirez pas, en tout cas qui est confrontée à des problèmes financiers importants, donc un État un peu désargenté, il y a véritablement une responsabilité forte du monde de l'entreprise. Et l'entreprise, ça peut être aussi un vecteur de solidarité. Je crois beaucoup que l'engagement financier, finalement, et puis l'acte d'entreprendre, on n'est pas obligé d'entreprendre à partir de cette approche de l'économie solidaire, mais en tout cas les uns les autres, la question qui nous rassemble
Et j'ai entendu aussi ces chefs d'entreprise de dire combien c'était important de pouvoir en fait écouter, partager ces difficultés. Il y a une grande question, c'est finalement la question du sens. Et chaque fois que la question du sens, elle est posée, chaque fois que finalement ces mots, ça ne reste pas un discours vide, mais véritablement une responsabilité, ça conduit, et les mots ont été retenus, ça conduit à oser, ça conduit à entreprendre. Et l'action d'Habitat Humanisme, précisément, c'est une mobilisation. Je tiens à remercier en fait aussi les élus, à vous aussi, madame. Vous, monsieur, qui êtes responsable de la Caisse des dépôts et conciliations, tout à l'heure, vous évoquiez les premières opérations qu'on avait réalisées ensemble. Eh bien, finalement, ces opérations, elles permettent, dans des quartiers qui sont aisés, en tout cas des quartiers socialement équilibrés, de permettre à des hommes et à des femmes de trouver un logement décent. Et je crois que pour nous, précisément, pour Habitat Humanisme, l'acte d'entreprendre, c'est précisément de dire non à ce déni de fraternité, à ce déni d'humanité que des hommes et des femmes ne trouvent pas de toit. Et puis vous me permettrez ici, parce que si ça pouvait être relayé, c'est tellement important, qu'il y a 600 000 gosses qui en France sont touchés par le problème de la précarité, par le mal logement, c'est-à-dire qu'ils sont victimes deux fois. Victimes à la fois dans l'aujourd'hui de leur vie et naturellement une difficulté telle que ça compromet leur avenir. Comment ne pas entreprendre? Comment ne pas risquer davantage? Comment ne pas tenter de mobiliser pour dire non à ce qui déshumanise? Alors, dans l'acte d'entreprendre, en vous écoutant tout à l'heure, me revenait cette expression de Paul Ricoeur qui disait que l'objet de la responsabilité, et précisément au sein de l'entreprise, combien la responsabilité est importante, eh bien, ajoute le philosophe, l'objet de la responsabilité, c'est le fragile, parce que le fragile est confié à notre garde, il est confié à notre soin. Vous êtes donc le président d'Habitat Humanisme. C'est 1985 la création de l'association? Alors, Habitat Humanisme, c'est avril 1985, donc on s'apprête l'année prochaine à ce 30e anniversaire. Alors cette association, ce mouvement, il n'y a pas un fondateur, c'est pas Bernard Devers, on est encore dans la génération en fait des fondateurs de ce mouvement Habitat Humanisme, puisque au fait aujourd'hui il y a 56 associations en France, plus une en Belgique, et finalement chacun de ces présidents fonde précisément un projet humaniste et un projet à partir duquel on est confronté aux difficultés économiques. Et c'est précisément dans cette tension entre ces difficultés, on a parlé tout à l'heure, vous madame qui avez été lauréate, vous avez parlé aussi de rêve, vous avez parlé d'étoiles. Eh bien, c'est cette tension précisément entre ce que nous ne voulons pas accepter, ce qui n'est pas tolérable, et puis ce rêve de faire en sorte qu'il y ait finalement un logement pour tous, que l'entreprise ici se crée et suscite bien des entrepreneurs. Alors concrètement, Habitat Humanisme, depuis 1985, c'est le fait de créer des logements, réhabiliter des logements dans des quartiers qui ne sont pas les mêmes quartiers défavorisés qu'on connaît, c'est ça? C'est d'abord, Habitat Humanisme, c'est le refus que le logement soit un marqueur social. Et à dessein, il y a peut-être ici aussi, il y a des chercheurs, le marqueur, c'est précisément la référence sur le plan médical pour dire en fait où on en est par rapport au cancer. Quel cancer? Lorsque finalement il y a ces logements qui sont des logements à partir desquels des hommes et des femmes se disent mais c'est pas digne. Oui, mais alors concrètement? Eh bien concrètement, on a réalisé. C'est un laboratoire Habitat Humanisme, parce que bien sûr qu'on a entendu le 60e anniversaire il y a quelques jours de l'appel de l'abbé Pierre. On sait que malheureusement il y a des millions de personnes qui sont en situation difficile. J'ai parlé tout à l'heure de ces enfants. Habitat Humanisme a logé 17 000 familles.
et les alloger dans des quartiers qui sont dans des quartiers leur permettant finalement de se dire mais quel respect on a de moi, enfin le respect. Et là finalement où on crée des conditions de vie qui sont dignes, eh bien aussi on crée finalement un avenir. Merci Monsieur Devers, donc président de Habitat et Humanisme. Je vais laisser la parole, voilà. Revenir aussi sur ces différentes notions d'engagement. On reviendra sur l'économie solidaire tout à l'heure. Moi, je voulais aussi vous présenter M. Stéphane Quetta. Il me fait le plaisir d'être avec nous. Merci d'être venu le trouver. Bonsoir, monsieur. Cette soirée est placée sous le signe de l'engagement, engagement des entrepreneurs au sein ou au-delà de leur entreprise, en particulier en faveur des porteurs de projets d'entreprendre. Vous qui représentez la Caisse des dépôts, quels sont vos engagements? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui auprès des différents chefs d'entreprise présents? Bon, bonsoir d'abord. Je voudrais saluer mon collègue, monsieur le préfet, madame la présidente de région et tous les personnalités réunies ici ce soir. La Caisse des dépôts apparaît souvent comme une maison un peu opaque, donc je vais essayer aujourd'hui de jeter quelques lumières. Les engagements sont multiples. Saluer le président Worms en rappelant que, ici par exemple en Franche-Comté, nous soutenons l'action des TPE, des PME, que nous allons doter avec la région 300 fonds de prêt d'honneur sur le territoire, qu'il n'y a, à ma connaissance en France, qu'en Franche-Comté, que nous avons mis en place un fonds de retournement, enfin de mutation économique, et que je peux vous dire que cela marche si bien que nous allons le redoter cette année. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, j'ai signé la mise en place du fonds de garantie croissance avec le président David Pouyanné, président du réseau. Donc, notre premier engagement, nous, c'est quand même d'être aux côtés des entreprises et d'être avec les collectivités pour, je dirais, structurer l'écosystème des entreprises. Nous avons, dans notre loi fondamentale, l'obligation d'accompagner le développement économique du territoire en appui des politiques publiques, en appui des politiques des collectivités locales. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir non plus que la Caisse des dépôts, au titre de sa gestion des fonds d'épargne, distribue largement les prêts au logement social, puisque c'est à l'heure actuelle un encours, je crois, de 120 milliards d'euros, que nos filiales, qu'elles soient concurrentielles ou pas, interviennent dans les énergies renouvelables, dans le transport, dans les infrastructures, des filiales de logement social et de cohésion sociale, etc., etc. Et que nous avons... Et c'est là où se fait un peu la jonction. Notre devise à la Caisse des dépôts, celle qui est écrite sur le frontispice et le fronton, pardon, de nos bâtiments, c'est foi publique. Et notre démarche est légalement, depuis 1816, que nous intervenons dans le soutien des actions d'intérêt général. Et évidemment, nous avons des collaborateurs qui donnent énormément de sens à leur activité. Vous savez, pour des jeunes, le matin se lever en se disant qu'ils vont essayer de soutenir une activité, soutenir l'intérêt général, etc., etc., savoir... Moi, j'ai travaillé longtemps dans le logement social, j'y reviendrai 2 secondes tout à l'heure. La particularité, c'est qu'on ne distribue pas de dividendes. En revanche, il faut faire du résultat pour pouvoir développer, pour pouvoir réhabiliter, etc., etc. C'est extrêmement stimulant, vous savez, pour des tas de jeunes, de savoir qu'ils vont pouvoir mettre à contribution toutes leurs qualités, toutes leurs techniques, leur savoir-faire, et que ça va profiter au collectif. Et parmi tous nos collaborateurs, il y en a nombreux qui sont engagés dans des projets de lutte contre l'exclusion, de solidarité internationale, d'insertion des diplômés dans des quartiers en difficulté. Je peux même vous dire qu'à ma connaissance, il y a des apiculteurs sur le toit de notre immeuble à Austerlitz. Donc si vous voulez, on couvre une gamme très très étendue. Mais je voudrais vous dire ce soir que... en fait, on m'avait préparé des tas de papiers intéressants que j'ai tous lus et qui sont passionnants. Mais j'ai un peu de nostalgie parce que moi je suis depuis 1 an directeur du développement territorial et du réseau de la Caisse des dépôts et je sors de 7 ans d'entreprise.
Et je jette sur ce retour dans la fonction publique, puisque je suis préfet, haut fonctionnaire, etc., mais ça faisait 7 ans que j'étais chef d'entreprise. Et le retour est très prestigieux, j'aime beaucoup ce que je fais, je rends hommage et je rends grâce au président de la République et à Jean-Pierre Jouyet de m'avoir nommé et m'avoir fait confiance à ce poste qui est stratégique dans les développements des territoires. Mais c'est vrai qu'il y a une petite nostalgie qui se fait en moi et je me suis demandé pourquoi. Et si vous me donnez 30 secondes, je vais vous l'expliquer pourquoi. J'aurais du mal de dire non. La première, c'est que j'ai découvert que quand on passe de la fonction publique à l'entreprise, dans la fonction publique, tout est écrit. C'est-à-dire que le Parlement vote la loi, le président promulgue, le Premier ministre prend des décrets, les ministres prennent des arrêtés, les préfets font des circulaires, etc., etc. Et théoriquement, jusqu'au dernier kilomètre de chevelu dans votre chaîne, pratiquement chacun peut lire ce qu'il a à faire sans trop de mal. Dans une entreprise, il y a des procédures, il y a des process, il y a des tas de choses comme ça, mais il y a au moins une dizaine de décisions qu'on va prendre chaque jour qui ne relèvent pas de quelque chose qui a été prévu, ou d'un process, ou d'une procédure, et ça donne je sais pas, une espèce d'énergie permanente, à une envie de se confronter à la nouveauté qui existe moins, c'est vrai. Et je ne critique pas ce faisant l'administration, hein, je veux dire, j'assume tout à fait. La deuxième chose, c'est l'univers de la décision. Dans une entreprise, on décide, il y a un fort taux de chance pour que ça se réalise relativement rapidement, quoi. Enfin, je veux dire, dans l'administration, on décide, mais la décision est une espèce de cercle dans lequel il faut convaincre ceux qui sont d'accord avec vous mais qui veulent faire autrement. Il faut neutraliser ceux qui veulent faire le contraire, et puis essayer d'emmener ceux qui ne veulent rien faire. Et donc c'est plus compliqué, ça marche, mais c'est plus compliqué. Et donc voilà, c'est un peu pour ça que je suis nostalgique. J'aurais peut-être pas dû dire ça, je vais me faire allumer, mais ça fait rien. Soyez le bienvenu. Merci de bien vouloir donner le micro à la personne juste à vos côtés. Vous connaissez tous Bernard Strait, qui est le président de Delfingen Industrie. Alors, petite présentation de l'entreprise, c'est un équipementier automobile. 2000 personnes y travaillent, présent à l'international dans 19 pays. C'est aussi une entreprise familiale. Et puis, le FMA, qui est le Fonds de modernisation de l'automobile, est présent au capital de Delfingen. Le FMA est géré par la CDC, aujourd'hui BPI France, filiale de la CDC. Voilà. Mais chez Strait, vous avez dit, moi, je ne suis pas là pour parler de mon entreprise, je suis là pour parler de l'homme, de l'engagement, puisque nous sommes dans cette idée, dans un monde en mutation, l'entrepreneur qui doit s'adapter en permanence, avec des demandes, avec des clients, parce qu'on fait du business, parce que c'est un marché, mais au-delà de tout cela, il faut aussi être près ou proche de ses salariés. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Alors, d'abord, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Félicitations aux entrepreneurs qui sont passés sur le podium tout de suite. J'ai accepté de témoigner ce soir parce que ma devise est celle des Templiers, d'agir et de témoigner. Et j'étais très à l'écoute de ces entrepreneurs qui sont passés. Et c'est bien la preuve qu'on est dans un monde aujourd'hui où si on ne veut pas passer pour quelqu'un de stupide, on doit rationaliser son explication. Donc j'ai vu passer sur la scène un certain nombre d'entrepreneurs avec une démarche très rationnelle d'explication pourquoi ils se sont lancés dans les affaires. Eh bien, je peux vous dire que la force d'un entrepreneur, c'est de comprendre, à un moment donné de sa vie, le côté irrationnel qui nous pousse à entreprendre. Et quand vous avez compris ça, vous avez une force exceptionnelle. Mais ne la racontez pas sur un podium comme cela, parce que vous passeriez pour un stupide. Mais c'est ça le conseil que je vais donner quand vous avez compris quel est le moteur irrationnel qui vous fait bouger. Dans votre fil rouge de votre histoire, c'est peut-être une humiliation quelque part, c'est peut-être c'est dans votre jardin secret. Si vous faites ce chemin-là en tant qu'entrepreneur, et c'est ce que je suis venu vous dire ce soir en témoignant, alors vous allez avoir une force incroyable.
Et quand on entend dire « je m'engage pour le bien de la collectivité, de la communauté », on est dans une démarche purement rationnelle. Ce qui nous fait bouger est irrationnel, quelque part dans notre histoire, dans l'histoire de notre grand-père, dans l'histoire de nos parents, dans une humiliation quelque part. Et ça, c'était le premier témoignage que je voulais vous donner. Effectivement, deuxième chose, alors je ne sais pas combien de temps on a la parole, mais le deuxième élément, c'est que quand on est un chef d'entreprise, on est boosté d'une chose, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme profit, parce que le profit est le sang d'une entreprise. Et la pérennité d'une entreprise, quand c'est votre objectif numéro 1, c'est de faire du profit. Si vous ne faites pas de profit, il n'y a pas de sang dans l'entreprise, et l'entreprise meurt. Pour réussir à faire du profit, dans un monde aussi bousculé que celui qu'on a aujourd'hui, il faut faire preuve d'exigence. Vous êtes des entrepreneurs, si vous n'êtes pas des hommes et des femmes exigeants pour vous, mais pour vos collaborateurs, vous ne gagnerez pas parce que vous ne ferez pas de profit, vous n'aurez pas le sang qui fait vivre et vous n'aurez pas la pérennité et votre entreprise passera à la trappe. Le message que je voulais vous dire ce soir, c'est un problème de fond. Où allez-vous trouver la légitimité de votre exigence? Pour notre part, on la conçoit dans le plus grand respect qu'on peut avoir de nos collaborateurs. On est présent dans 19 pays, avec des cultures différentes. Donc la première démarche, c'est comprendre cette culture, l'accepter, la respecter. Et si vous faites cette démarche-là, avec simplicité, avec humilité, en rognant votre ego, alors vous êtes capable d'une grande exigence. Et si vous n'êtes pas des exigeants, alors vous ne pouvez pas être des chefs d'entreprise. Alors permettez-moi, parce que j'ai déjà eu un jour un face-à-face, une table ronde comme ça avec M. Devers, je vais vous dire, cette fois-ci, que dans cette lutte contre la paupérisation, dans cette guerre contre la paupérisation, j'ai le sentiment d'être à la tête des troupes de choc et mon collaborateur à la tête des ambulances. Et il faut des ambulances. Mais si vous voulez, il faut bien discerner le chef d'entreprise qui est patron des ambulances de celui qui monte sur le front pour prendre du business, prendre des affaires, créer des emplois au risque et péril de sa vie et de ses collaborateurs. Juste avant de vous laisser répondre, Monsieur Devers, je voulais juste demander à Madame la Présidente juste un petit mot peut-être sur cette notion d'économie sociale et solidaire là aussi, sur peut-être une intervention au niveau de l'engagement de la région, peut-être sur cette notion de l'économie marchande, par exemple sur l'orientation des plans d'épargne d'entreprise vers l'économie locale, des choses... L'économie sociale et solidaire, c'est une économie à part entière, c'est une économie qui crée de l'activité, qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, mais c'est en général une richesse qui a une fin sociale. C'est pour cela qu'on parle de l'économie sociale. Il s'agit de développer des produits ou des activités à consonance sociale, des activités de services à domicile, des activités de récupération de matériaux pour créer une économie circulaire, donc une économie solidaire, mais c'est une branche entière de notre économie. Donc elle se développe de plus en plus en réponse à des besoins sur les territoires, des besoins de proximité. Donc une collectivité comme la nôtre est forcément très attentive à cette économie-là. Mais ce à quoi je suis le plus attentive, c'est aux passerelles qui peuvent exister entre cette économie sociale et solidaire et l'économie classique. Il ne doit pas y avoir de fossé entre les deux, puisque c'est le même objectif de créer de la richesse. Et simplement, aujourd'hui, il y a encore des frontières et il faut que ces mondes se connaissent davantage, et au niveau de la région, nous nous y employons. Je voudrais juste donner la parole à M. Keta par rapport à cette notion d'économie sociale et solidaire, là aussi au niveau de la Caisse des dépôts, puis après je vous laisserai la parole si vous le souhaitez.
Écoutez, la Caisse des dépôts est un acteur fondateur historique, je dirais, de l'économie sociale et solidaire dans ce pays. Nous y consacrons des sommes très importantes chaque année, qui se chiffrent en dizaines de millions. Nous participons en cela à intervenir dans les interstices du marché et à permettre à de nouvelles formes aussi d'économie réelle d'émerger. Je suis d'accord avec Madame la Présidente sur le fait qu'il y a des finalités sociales, il y a aussi des finalités économiques. Et d'ailleurs, de nombreux réseaux que nous soutenons, Entreprendre, France Active, Initiative, etc., mais particulièrement Entreprendre Initiative, interviennent aussi vis-à-vis d'entreprises qui sont soit de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, soit pas, et qui sont pleinement dans une perspective productive et pas uniquement dans une perspective de finalité sociale. Donc je crois que là-dessus, il ne faut pas opposer l'économie traditionnelle et l'économie sociale et solidaire. Nous sommes à une période du développement économique de nos pays industrialisés où tout est en train de se compléter, de s'emboîter doucement. Il ne faut pas écarter non plus la dimension transition écologique, énergétique, etc. Jurati, qui fait partie des lauréats du premier appel à projet relevé de l'économie sociale et solidaire. Enfin bon, je crois qu'il ne faut surtout pas se mettre dans une perspective d'opposer ça. Notre directeur régional, Antoine Bréard, qui est aussi bien un grand spécialiste des questions du développement économique du marché que de l'économie sociale et solidaire, vous le direz bien mieux que moi. Monsieur Devers, on a entendu quelques mots, on a entendu une notion d'ambulance, de division blindée, mais on a aussi Madame la Présidente qui parle de passerelle. Je voulais vous entendre. Alors, je pense que j'ai pas de questions à vous poser plus que le fait de vous dire, je vous laisse la parole. Alors, je ne veux pas qu'il y ait il n'y a pas d'opposition entre nous. On est complémentaires. On est tout à fait complémentaires. Complémentaire, hein, monsieur. Je veux dire qu'il y a une forme d'économie, et c'est heureux que cette économie trouve aussi beaucoup de noblesse et suscite de l'intérêt pour dire allons au fond, allons aux périphéries. Allons à la rencontre de ceux qui sont tellement en difficulté qu'il y a une mobilisation, à la fois une mobilisation de compétences, une mobilisation d'énergie, une mobilisation de l'épargne, pour tenter de faire en sorte de susciter, alors pour nous au sein d'Habitat Humanisme, en fait, de construire autrement, de susciter un autrement, de parvenir à créer de nouveaux possibles. Et je trouve que là, effectivement, il y a bien des raisons, il y a bien des signes d'espérance. Et je ne veux pas qu'il y ait, effectivement, gardons ensemble ce mot de passerelle, parce qu'il n'y a pas de chef d'entreprise digne de ce nom qui soient des chefs d'entreprise cupides et cupides. La cupidité n'a pas de place dans une véritable économie entrepreneuriale. Donc on est bien en phase. Par contre, il peut y avoir une économie qui soit une économie où on va faire du profit au sens où on va faire profiter des hommes et des femmes qui sont en difficulté et de leur donner finalement, si vous me permettez de prendre l'image de la montagne de l'alpinisme, l'économie solidaire, c'est un peu une économie de la cordée. Il y a des heures extrêmement difficiles où des hommes et des femmes vous disent ben, « j'arriverai jamais à faire le passage ». Et voici que cette cordée va permettre de monter plus haut. Je crois que c'est d'abord cela. L'action que nous menons au sein d'Habitat Humanisme, c'est aussi des logements passerelles. Les personnes n'ont pas vocation à rester toute leur vie précisément dans un logement d'insertion. Ces personnes, parce qu'elles sont accompagnées, c'est aussi, et ça rejoint en fait les engagements de chacun, finalement de ce regard à partir duquel il faut que la reconnaissance de la personne soit un temps qui donne naissance. Reconnaître pour pouvoir faire naître. Alors vous l'inscrivez précisément aussi dans le discernement au sein de toute l'entreprise, l'entrepreneuriat, et naturellement au sein de cet entrepreneuriat humaniste.
Alors les raisons d'espérer, c'est qu'il y a 30 ans, quand on a commencé, d'ailleurs on ne parlait pas d'Habiter Humaniste comme une économie solidaire, c'était finalement cette économie, elle était connue de militants, et de peu de militants. Et aujourd'hui, cette économie solidaire, elle représente 1 pour 1000 de l'épargne circulant des Français. C'est-à-dire qu'elle représente pratiquement 4 milliards d'euros. L'ambition que nous nous donnons, et aussi avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations, c'est de faire en sorte que cette mobilisation de l'épargne soit pas de 1 pour 1000, mais de 1%. Et si je vous interroge ce soir, si vous me permettez cette question, est-ce que vous seriez prêt à investir 1% de votre épargne? Vous allez répondre sûrement oui, bien sûr, à la condition que cette épargne, elle ait véritablement une efficience et que cette épargne ait une certaine fluidité, c'est-à-dire que ça reste dans l'ordre de l'investissement et pas dans l'ordre du don. Et nous progressons. Nous progressons dans cette perspective. Vous soutenez aussi fortement France Active par rapport à la question de l'emploi. C'est aussi à travers cette économie solidaire, cette épargne solidaire, qu'il y a de nouveaux possibles. Voilà ce que je voulais souligner sur cette approche. Et la joie qu'on peut avoir, c'est aussi d'abord ces relations qui se mettent en place avec le monde des entreprises, des grandes entreprises, mais aussi d'entreprises moyennes, voire des petites entreprises, où il n'y a plus non plus, comme il y a même encore 5 ans peut-être, ces sortes de séparations entre le monde de l'entreprise et puis le monde associatif ou le monde de cette économie solidaire. Il y a aujourd'hui des liens extrêmement forts qui sont en train de s'établir, du mécénat d'entreprises, mais aussi des grandes entreprises qui demandent à des associations, qui nous demandent aussi d'apporter une réflexion, par exemple pour nous, sur la question de l'accompagnement, sur la question de la diversité sociale. Cette diversité sociale, ce vivre ensemble que nous essayons en fait de promouvoir, s'articule au moins autour de 4 pôles. Et on va voir combien l'entreprise précisément trouve sa place. Le premier pôle, bien sûr, le vivre ensemble, c'est vivre ensemble et habiter. C'était toute la question. En fait, aujourd'hui, n'acceptons plus que les villes soient des villes qui stigmatisent les populations fragilisées. Et donc là, au sein de votre région, vous marquez une attention précisément à cela. L'étalement des villes, ça entraîne l'éloignement des plus pauvres. Donc vivre ensemble et habiter. Comment nous pouvons penser cet acte de construire précisément dans cette perspective humaniste? C'est vivre ensemble aussi et la question du partage, et on l'a vu avec l'économie solidaire. C'est vivre ensemble et c'est la question du prendre soin de l'autre. Et puis c'est la question aussi de la représentation, comment on se représente et comment finalement aussi l'autre est représenté. Et au sein des entreprises, vous l'avez tous souligné, vous l'avez souligné très fortement, monsieur, en disant ce respect de l'autre, ce respect du salarié. Et bien là où il y a cette approche de dignité, nous voici appelés les uns les autres, dans une entreprise classique ou dans des entreprises plus solidaires, finalement appelés à être des créateurs. Merci monsieur Devers. Je vais donner la parole à monsieur Keta. Alors, au niveau du traiteur, nous allons, puisque le cocktail est en train de se préparer, nous allons tranquillement nous diriger du côté de la fin du débat dans quelques minutes, hein, je précise juste. Laisser la parole donc à M. Keta, puis après nous laisserons la parole à M. Strait et un petit mot de conclusion, Madame la Présidente, si vous voulez bien. Oui, simplement, très rapidement, je voulais simplement dire que moi je suis vraiment aux anges là, je suis très confortable dans cette position, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la Caisse des dépôts, qui n'est dépositaire justement d'aucun argent public, puisqu'il n'y a pas 1 centime d'argent public à la Caisse des dépôts, il n'y a pas 1 centime d'argent budgétaire, tout ça c'est le produit d'une gestion d'entreprise,
la Caisse des dépôts qui a des filiales concurrentielles, la Caisse des dépôts qui a des filiales qui sont cotées, un certain nombre de filiales cotées, dont la plus grosse évidemment est la CNP, la Caisse des dépôts qui, je crois, a une participation dans Delfingen, la Caisse des dépôts qui a pour filiale BPI France, qui investit, vous le savez, énormément avec, dans tous les territoires et dans les entreprises, dans le haut de bilan des entreprises. Et bien cette même Caisse des dépôts, elle travaille énormément avec Habitat et Humanisme, avec la Baie de Verre, avec tout le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et vous voyez bien que ce qui est important, et c'est pour ça que je dis que je suis très confortable dans cette position, ce qui est important, c'est de tenir les deux bouts de la ficelle. Je veux dire, on est aujourd'hui dans un monde dont il faut assurer la continuité et toutes les personnes le long de la chaîne de la production, de la vie, du vivre ensemble, du produire, etc., ne vivent pas au même rythme et au même pas. Et donc, je suis très heureux de rencontrer mes deux amis qui sont prêts à se serrer la main et qui tirent, je pense, malgré tout dans le même sens. Parce que c'est pas parce qu'on ne tient pas le même bout de la ficelle qu'on ne tire pas dans le même sens. Voilà. Et je voudrais terminer en vous disant combien j'ai été heureux et très très fier de venir ici ce soir. Ce matin, j'étais au comité de direction du groupe Caisse des dépôts. Quand j'ai dit que j'allais à Vesoul, bon, ça a provoqué une certaine réaction. Bon. Bon. Mais moi, qui suis certainement un des hauts fonctionnaires de France qui circule le plus dans les départements, je peux vous dire que je mesure à chaque fois, mais où que ce soit, j'étais en Poitou-Charentes, en Normandie, à Bordeaux, enfin en Aquitaine l'autre jour, je mesure à chaque fois, pardonnez-moi Madame la Présidente, mais le fossé qui existe entre le dynamisme des territoires et la perception parisianiste qu'on en a. Enfin, c'est totalement affolant, quoi. À chaque fois je reviens, je leur dis, mais ça ne marche pas comme ça. Les entreprises localement, tout le monde n'est pas pessimiste à ce point-là, les gens sont dynamiques et puis surtout, les gens se battent. Les collectivités locales se battent. Les collectivités locales, voyant que l'État parfois n'est plus tout le temps en mesure d'assumer un certain nombre de missions, sont prêtes à les reprendre, sont prêtes aussi à assumer leur dimension économique. Donc je voulais vous dire merci et encore merci aux lauréats, parce qu'ils nous ont donné, en tout cas à moi, une leçon d'optimisme que je vais ramener dans mes bagages. C'est parfait. Donnez le micro à M. Stret, si vous voulez bien. J'ai bien entendu les propos de chacun, mais je voudrais revenir sur la position d'un chef d'entreprise responsable. Pour moi, c'est un chef d'entreprise qui fait du profit, qui s'acquitte légalement de tout ce qu'il doit aux régions, aux communes, aux régions, aux États. Et c'est ce que je pense que l'on fait tous, chefs d'entreprise ici, depuis la création de notre entreprise. Et on ne conteste pas ça. Ce que l'on conteste, c'est que chaque fois, il faut augmenter notre contribution et que, depuis 30 ans, cet argent que l'on verse, parce qu'on a travaillé avec acharnement, il est souvent mal utilisé, voire gaspillé. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'exister, M. Devers, pour compenser le manque de responsabilité de nos politiques. Nous ne sommes pas là pour faire du social, nous sommes là pour faire du profit, pour faire gagner nos entreprises et puis payer à la collectivité ce que l'on doit au centime près, parce que nous sommes des entrepreneurs responsables. Permettez-moi, ce soir, peut-être au nom d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui partagent la même avis, c'est qu'on paye de plus en plus et que les pauvres sont toujours de plus en plus pauvres. Monsieur le maire, Madame la Présidente, Monsieur le maire souhaite dire un petit mot et vous aurez le mot de la fin. Alors, nous ne relançons pas le débat parce que l'heure tourne. Chacun pourra continuer la discussion après, pendant le cocktail. Néanmoins, Monsieur Devers, vous avez souhaité répondre. Je vous donne la parole. Et en même temps, j'aimerais que vous terminiez votre intervention sur un petit mot sur Habitat Humanisme en Franche-Comté. Juste un petit mot pour nous situer un petit peu. Mais là, si vous souhaitez répondre, en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, je répondrai en fait finalement avec ce mot de Winston Churchill. Il dit « On bâtit sa vie
à partir de ce que l'on a reçu et on l'a construit à partir de ce que l'on partage. Il me semble que c'est une belle définition, en fait, de l'entrepreneur. Puisqu'on est dans les citations de Churchill, Churchill a une définition fantastique que m'ont offert mes fils. Il dit « Beaucoup de monde voit dans le chef d'entreprise le loup qu'il faut abattre. Beaucoup de personnes voient dans le chef d'entreprise la vache que l'on peut traire continuellement. Et peu de personnes voient dans le chef d'entreprise le cheval qui tire le char. » Vous comprendrez que nous allons arrêter là les citations. Un petit mot sur Habitat Humanisme en Franche-Comté, si vous voulez bien. Alors, peut-être que ça serait bien de donner la parole à Pierre Chevalet, s'il veut monter peut-être. Pierre, est-ce que Pierre est là? Et en face, il est là. Allez Pierre, tu veux pas monter? Si, viens, si, je crois que c'est bien que tu viennes. Présenter. Présenter Voilà, faire Habitat devant. quelques instants. Juste une minute, je ne voudrais pas retarder, mais pour dire que Habitat Humanisme, en Franche-Comté, il y a 2 associations, une pour le Doubs, une pour le Jura, et François Bouillet, président d'Habitat Humanisme Jura, est ici présent, il pourrait me rejoindre. Habitat Humanisme travaille vraiment sur 3 piliers, qui sont le logement, l'accompagnement et l'épargne solidaire. Et l'épargne solidaire, avec les entreprises, il y a une carte qui est très importante, et ça permettra de faire un lien. C'est permettre à vos salariés qui ont des plans d'épargne salariale d'affecter une partie de leur épargne salariale à des projets d'épargne solidaire. Et un certain nombre d'entreprises de Franche-Comté nous font la grande gentillesse d'affecter une partie de leur épargne salariale au profit d'Habitat Humanisme. Donc, grâce à ces entreprises, et entre autres, la société Delphine, et je remercie Bernard Strait, parce que malgré les échanges de discussion, Delphine contribue à soutenir Habitat Humanisme avec une partie de l'épargne salariale, et les salariés contribuent, je leur remercie beaucoup. Nous réalisons depuis 5 ans, 6 ans maintenant, Habitat Humanisme Doubs, des opérations. Nous avons en 6 ans logé 62 familles sur le département du Doubs. Nous sommes installés à Besançon, à Montbéliard, à Villers-le-Lac, à Pouilly-les-Vignes. Nous essayons de monter des projets sur le Houdou qui pose aussi un certain nombre de sujets. Et puis, Habitat Humanisme Jura, François pourrait en parler, a réalisé des opérations à Lons-Saunier, à Salins-les-Bains, et là des projets, je crois, très prochainement sur Tavaux et Dole. Donc, ce qui me semble très important par rapport aux échanges assez vigoureux qui ont eu lieu entre les 2 amis Bernard, c'est que Habitat Humanisme s'inscrit dans un modèle économique. C'est-à-dire que nous ne vivons pas de dons. Nous vivons d'une épargne qui nous est confiée, et cette épargne est investie dans des projets, et on tourne sur un modèle économique simplement qui essaie de voir les choses autrement. Et c'est sur cet autrement, éventuellement, qu'il peut y avoir discussion, mais nous sommes, au niveau d'Habitat Humanisme, dans un modèle économique qui reçoit de l'argent et retourne de l'argent aux épargnants. Merci, Pierre Chevalet, à l'instant. Habitat Humanisme. Et je me disais que je ne savais pas si vous aviez une citation en tête, Madame la Présidente, mais non, sur cette table. Non, simplement, je veux remercier le réseau Franche-Comté Entreprendre de la qualité de ces échanges et de ces partages, et puis vous dire infiniment merci pour le travail que vous faites au niveau du parrainage, parce que quand même que vous ayez autant ce souci de développer ce réseau de parrains dans votre association, de parrains qui sont des chefs d'entreprise,
déjà très engagés dans leur entreprise, avec tout ce que cela nécessite en temps, en énergie, en disponibilité, que vous trouviez le temps de vous mettre à disposition de ceux qui arrivent, qui viennent de créer, qui viennent de reprendre une entreprise. Là, on est sur un magnifique exemple de partage qu'apparemment depuis des années, hein, vous êtes ici en Franche-Comté depuis 2006, hein, donc ça va faire 8 ans, hein, vous ne cessez de développer. Je vous dis bravo et je vous dis merci pour notre région. À l'instant, Madame Buffet, présidente de la région de Franche-Comté.